Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Un homme va à un mariage, s'occupe absolument de ses affaires, danse avec sa femme, s'assoit à sa table, mange son repas comme un être humain normal. C'est tout. Voilà tout son crime. Mais d'une manière ou d'une autre, il se retrouve avec un policier à sa porte. Parce qu'apparemment, exister à un mariage est désormais une infraction punissable. Et le meilleur dans tout ça? La personne qui a appelé les flics n'était même pas celle qui portait l'accusation, c'était sa propre femme. Oui. Prenez une seconde pour réaliser ça. La femme qui était censée le connaître mieux que quiconque a simplement fait ça. Aucune discussion. Aucune preuve. Juste des impressions. Des impressions totalement absurdes et incontrôlées. Et honnêtement, je pensais que c'était la partie la plus folle de l'histoire, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Alors prenez quelque chose à boire, parce que ce terrier de lapin va très loin. Ma femme m'a signalé à la police parce que son ami dramatique affirmait que je l'avais coincé pendant son mariage, mais grâce aux enregistrements, mon ex-femme a fini par obtenir un divorce et un procès. Ma femme Monica avait une amie nommée Amber, ce n'est pas son vrai prénom, mais il lui correspond plutôt bien, qu'elle connaissait depuis le lycée. Elles ont été colocataires à l'université pendant un semestre avant qu'Amber ne soit transférée dans une autre université. Après leurs études, elles ont vécu dans des villes différentes pendant quelques années avant de se retrouver lorsqu'Amber est revenue vivre dans notre région il y a environ 4 ans. Dès le moment où j'ai rencontré Amber, j'ai remarqué qu'elle était différente des autres amies de Monica. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais elle est folle, elle est toujours impliquée dans une sorte de crise ou de drame. Chaque fois qu'on la voyait, il y avait une histoire sur quelqu'un qui lui avait fait du tort ou sur une situation horrible qu'elle traversait au travail ou dans sa vie personnelle. Quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise, alors je limitais mes interactions avec Amber au strict minimum. Lors des réunions de groupe, je disais bonjour et je restais poli, mais je n'engageais jamais de longues conversations avec elle. Il y avait quelque chose dans sa manière d'exagérer les histoires ou de chercher l'attention qui me dérangeait. Monica savait que je n'appréciais pas particulièrement Amber, mais elle n'a jamais insisté pour que je me rapproche d'elle. Il y a environ 7 mois, Amber s'est fiancée à un homme nommé Harold. Comme Monica était son amie proche, Amber l'a choisie comme demoiselle d'honneur principale. À partir de ce moment-là, la vie de ma femme semblait tourner entièrement autour des préparatifs du mariage. Amber appelait Monica presque tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pour parler des nouveautés. Le lieu, les fleurs, la robe, la liste des invités. Monica passait des heures à aider Amber pour tout, depuis l'adressage des invitations jusqu'à l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Je comprenais qu'être demoiselle d'honneur impliquait des responsabilités, mais la quantité de temps et d'énergie qu'Amber exigeait était excessive. Il y a eu quelques incidents pendant les préparatifs qui auraient dû être des signaux d'alarme. Une autre amie de Monica, Delia, lui a mentionné qu'Amber avait déjà causé des problèmes par le passé. Delia a raconté à Monica qu'il y a 5 ans, Amber avait accusé une connaissance commune de répandre des rumeurs sur elle. L'accusation s'était révélée totalement fausse, mais elle avait quand même détruit la réputation du type dans leur cercle social avant que la vérité n'éclate. Un autre ami, Marc, a pris Monica à part lors d'un barbecue pour lui dire qu'Amber s'était attribué ses idées dans un projet professionnel sur lequel ils avaient collaboré des années auparavant. Monica semblait se moquer complètement de ces histoires, elle disait que son ami n'était pas capable de faire ce genre de choses. Le mariage avait lieu dans un hôtel à 1 heure de la ville. C'était un grand événement avec plus de 150 invités. J'étais là comme accompagnateur de Monica, mais je ne connaissais pas grand monde. Monica a été occupée toute la journée par ses responsabilités de demoiselle d'honneur. Elle a aidé Amber à se préparer dans la suite nuptiale, s'est assurée que les autres demoiselles d'honneur étaient organisées, a réglé des problèmes de dernière minute avec le fleuriste et a fait un discours pendant la réception. Ma journée, elle, a été très simple. Je suis arrivé à l'hôtel vers 14 heures. J'ai assisté à la cérémonie, qui a duré environ 30 minutes. Après la cérémonie, il y a eu un cocktail dans le hall où j'ai discuté avec quelques personnes que Monica m'avait déjà présentées auparavant. Ensuite, nous sommes allés dans la salle de réception. J'étais assis à une table avec Monica et 5 autres personnes, dont 2 demoiselles d'honneur et leurs partenaires. Après le dîner, il y a eu les discours puis la danse. J'ai dansé quelques chansons avec Monica, puis j'ai passé la majeure partie de la soirée à notre table à discuter avec d'autres invités. J'ai vu Amber 2 fois pendant toute la réception. La première fois, c'était pendant sa première danse avec Harold et j'ai applaudi comme tout le monde. La deuxième fois, c'était lors d'une photo de groupe avec toutes les demoiselles d'honneur et leurs partenaires. Monica m'a appelé pour participer à la photo et je me suis placé au dernier rang à côté d'elle pendant que le photographe prenait plusieurs clichés. C'était l'étendue complète de mon interaction avec Amber ce jour-là. La réception s'est terminée vers minuit. Monica et moi sommes rentrés chez nous et nous sommes arrivés vers 1 heure du matin. Nous étions épuisés. Monica devait retourner à l'hôtel le lendemain matin pour récupérer certaines affaires d'Amber, alors nous sommes allés directement nous coucher. Le lundi suivant, Monica est retournée au travail, moi aussi. Tout semblait normal. Monica parlait du mariage et de sa beauté. Elle me montrait des photos publiées par les invités sur les réseaux sociaux.
Le mardi s'est passé de la même manière, nous avons dîné ensemble puis regardé une série que nous suivions. Mercredi après-midi, je suis rentré du travail vers 18h. La voiture de Monica était déjà dans l'allée, ce qui était inhabituel parce qu'elle rentre normalement un peu plus tard que moi. Quand je suis entré dans la maison, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine. Son visage était pâle et elle avait pleuré. Des mouchoirs froissés étaient éparpillés sur la table. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'Amber l'avait appelée cet après-midi-là. Amber avait assuré à Monica que je l'avais coincée pendant la réception et que j'avais fait des commentaires déplacés sur sa robe de mariée. Amber affirmait également que j'avais essayé de la toucher et qu'elle avait dû me repousser. Elle affirmait qu'elle ne voulait pas gâcher son mariage en provoquant une scène, alors elle était restée silencieuse, mais qu'à présent elle se sentait obligée d'en parler à Monica parce qu'elle ne pouvait pas cacher ce secret à ma femme. Je lui ai expliqué clairement que tout cela était évidemment faux et que je n'avais jamais été seul avec Amber à aucun moment du mariage. Je lui ai rappelé que j'étais soit assis à notre table, soit en train de danser avec elle, soit en train de discuter avec d'autres invités. J'ai énuméré les 2 seules fois où j'avais même vu Amber ce jour-là. Mais Monica avait déjà pris sa décision dans sa tête. Elle a dit qu'Amber pleurait au téléphone et qu'elle semblait sincèrement bouleversée. Elle a ajouté qu'Amber n'était pas le genre de personne à mentir sur quelque chose comme ça, malgré les preuves montrant qu'elle était une menteuse. J'ai répondu qu'elle n'avait pas besoin de me croire moi, mais plutôt les témoins qui pouvaient confirmer où je me trouvais pendant toute la soirée. Elle a commencé à m'accuser d'essayer de faire passer Amber pour une menteuse et que les personnes manipulatrices font ça. Durant les jours suivants, nous avons eu plusieurs discussions à ce sujet. Chaque fois que j'essayais d'expliquer la chronologie de cette soirée, Monica répliquait avec quelque chose qu'Amber lui avait raconté. J'ai suggéré de contacter le photographe pour récupérer toutes les photos du mariage afin de voir exactement où j'étais et à quel moment. Monica a refusé. Elle a soutenu que le fait qu'une chose n'apparaisse pas sur une photo ne signifiait pas qu'elle ne s'était pas produite. Elle a ajouté que j'avais probablement trouvé un moment où personne ne regardait. J'ai proposé d'appeler certains des autres invités assis à notre table pour confirmer que j'y étais resté presque toute la nuit. Monica s'est mise en colère parce que, selon elle, j'essayais de rallier les gens de mon côté et de faire mal paraître Amber. 10 jours plus tard, quelqu'un a frappé à notre porte le soir. J'ai ouvert et il y avait un policier sur le perron. Il a demandé après moi et a expliqué qu'il souhaitait me poser quelques questions concernant un incident signalé. Monica est arrivée à la porte et l'agent a demandé s'il pouvait s'asseoir à l'intérieur avec nous. Nous nous sommes installés dans le salon et le policier a sorti un carnet. Il a expliqué qu'un rapport avait été déposé affirmant que j'avais fait des avances non désirées à une femme lors d'un mariage. Il a précisé que le signalement avait été effectué par Monica au nom d'Amber. J'ai regardé Monica, mais elle a évité mon regard. L'agent m'a demandé de décrire mes activités pendant le mariage. J'ai repris toute la journée étape par étape. J'ai expliqué que je n'avais jamais été seul avec Amber et que j'avais à peine interagi avec elle. L'agent a tout noté. Il m'a demandé s'il y avait des témoins pouvant confirmer mon histoire. Je lui ai donné les noms des personnes assises à notre table. L'agent a indiqué qu'il allait poursuivre l'enquête concernant le signalement. Il m'a dit de ne pas contacter Amber directement, puis il est parti. Après son départ, j'ai demandé à Monica pourquoi elle avait déposé un rapport de police sans même me parler d'abord. Elle a répondu qu'Amber avait peur et ne voulait pas déposer plainte elle-même. Monica l'avait donc fait à sa place, puisque notre État autorise les signalements effectués par des tiers. Elle m'a assuré qu'elle l'avait fait parce qu'elle croyait Amber. Cette nuit-là, Monica a préparé une valise et a annoncé qu'elle allait rester quelque temps chez ses parents. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas rester dans la maison avec moi. Puis elle est partie, me laissant seule. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. La première consultation m'a coûté $300 et l'avocat a insisté sur le fait que je devais prendre cette affaire très au sérieux, parce que les fausses accusations peuvent avoir de vraies conséquences même lorsqu'on est innocent. Il m'a conseillé de rassembler toutes les preuves possibles, y compris des photos, des vidéos et des témoignages. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai à peine eu des nouvelles de Monica. Elle m'envoyait quelques messages concernant des questions pratiques comme les factures, mais ignorait toutes mes tentatives d'avoir une vraie conversation. J'ai pris contact avec Delia ainsi qu'avec l'autre ami qu'Amber avait accusé auparavant et je leur ai raconté ce qui s'était passé. L'ami accusé par Amber a ajouté qu'il fournirait un témoignage si nécessaire. J'ai également contacté le photographe et payé des frais supplémentaires pour obtenir absolument toutes les photos et vidéos du mariage. Le photographe m'a envoyé un disque contenant plus de 2000 photos et environ 4 heures de vidéos. J'ai tout examiné et les enregistrements montraient exactement ce que j'avais décrit. J'étais à ma table pendant presque toute la soirée durant le dîner, j'ai dansé avec Monica et j'ai discuté avec d'autres invités. Il n'y avait pas une seule image où j'étais proche d'Amber, excepté la photo de groupe où nous étions entourés d'une douzaine de personnes. 3 semaines après le mariage, mon avocat a reçu un appel du service de police. Amber avait repris contact afin de clarifier sa déclaration. Elle a expliqué qu'elle s'était peut-être trompée concernant l'identité de la personne qui l'avait approchée. Elle a affirmé qu'il y avait plusieurs hommes au mariage qui me ressemblaient et que c'était peut-être l'un d'eux. L'agent a indiqué à mon avocat que, compte tenu du manque de preuves et du changement dans la déclaration d'Amber, ils allaient classer l'affaire.
Comme le signalement était resté assez privé et ne m'avait causé aucun préjudice concret, nous n'avions aucune base pour engager une action en diffamation. Ni pour faux signalement, parce que, comme vous l'avez lu, Amber aurait simplement mal interprété la situation et Monica pensait agir correctement. Tout cela entre d'énormes guillemets. Après qu'Amber ait clarifié sa déclaration auprès de la police, je pensais que Monica rentrerait à la maison et que nous aurions une discussion. Monica m'a appelé 4 jours après la clôture de l'affaire. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir en personne pour parler. J'ai proposé notre maison, mais elle a répondu qu'elle préférait un endroit où elle pourrait se sentir en sécurité. Elle ne s'est même pas excusée pour ce qu'elle m'avait fait. Au contraire, elle avait peur de ce que je pourrais lui faire, ce qui était absurde étant donné que je n'avais jamais été violent avec elle. Je ne m'attendais pas forcément à des excuses pour continuer notre vie ensemble, mais c'était pourtant la moindre des choses à faire. Et puisque Monica imposait des conditions pour me parler, je lui ai dit que cela ne m'intéressait pas. À partir de là, elle a commencé à m'écrire en disant qu'elle avait beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé. Selon elle, Amber avait dû être confuse concernant ce qui s'était produit au mariage. Mais, peu importe ce qui s'était réellement passé, elle était déçue par ma réaction face à la situation. J'ai dû lui demander ce qu'elle voulait dire par là, parce que je n'avais jamais réussi à imaginer quelle serait la bonne réaction à un faux signalement, et je le lui ai dit avec sarcasme. Elle m'a répondu que j'étais devenu défensif au lieu d'essayer de comprendre pourquoi Amber avait pu se sentir mal à l'aise. Elle a ajouté que j'avais transformé toute cette histoire en une tentative de prouver que j'avais raison, au lieu de faire preuve d'empathie, puisqu'Amber avait vécu quelque chose de difficile même si ce n'était pas avec moi. Mais devenir défensif est une réaction normale pour quelqu'un qui est innocent et faussement accusé, surtout quand sa propre femme dépose un rapport de police contre lui sans lui laisser la moindre chance de se défendre. Elle a répondu qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être juste sur le moment et qu'elle ne le regrettait pas. Elle comprenait que cela avait été difficile pour moi, mais selon elle, Amber souffrait aussi énormément. Elle disait qu'Amber se sentait très mal à propos de cette confusion et que je devais également prendre en compte l'impact que cela avait eu sur elle. Je lui ai alors clarifié une bonne fois pour toutes, afin qu'il ne reste absolument aucun doute, que les sentiments d'Amber m'importaient très peu étant donné qu'elle avait lancé une fausse accusation qui aurait pu détruire ma vie et qu'elle avait déjà une réputation de menteuse. Monica m'a traité d'insensible, de sexiste et de mauvaise personne parce qu'en réalité, il ne s'était rien passé, puisque l'affaire avait été classée. Mais ce n'était pas la question, la vraie question, c'était ce qui aurait pu arriver si elles n'avaient pas décidé toutes les deux de faire un signalement sans aucune preuve. Comment pouvait-elle penser un jour que c'était moi, puis le lendemain que ce n'était plus moi? À un moment, Monica a affirmé que je faisais preuve de fragilité masculine, parce que je n'étais pas capable de gérer la situation avec plus d'élégance. Sa suggestion était simplement que je laisse tomber et que je ne fasse pas tout un drame de cette histoire. Je me suis lassé de lui parler et j'ai bloqué son numéro. Est-ce qu'elle pense vraiment que je suis dramatique? Alors je vais lui montrer ce que c'est, le drame. J'ai commencé à chercher des appartements en location sur Internet. J'ai trouvé un logement avec bail mensuel de l'autre côté de la ville, disponible immédiatement. J'ai signé le contrat et j'ai déménagé une semaine plus tard. J'ai pris mes vêtements, mon ordinateur, quelques affaires de cuisine et tout ce qui m'appartenait. Je voulais sortir toutes mes affaires de cette maison immédiatement. Monica a dû retourner chez nous, parce qu'elle a demandé à quelqu'un de m'envoyer un message pour me demander ce que je faisais. J'ai répondu que je déménageais et que c'était terminé entre nous. Elle m'a appelé depuis ce numéro, mais je n'ai pas répondu. Mon avocat a commencé à préparer les papiers du divorce, en essayant de garder les choses civiles tout en mettant fin au mariage. Oui, j'ai reçu les habituels « singes volants » qui me demandaient de reconsidérer ma décision, disant que je ne pouvais pas détruire un mariage pour ça et que nous devions travailler sur nos problèmes. À tous, j'ai proposé qu'on dépose d'abord une fausse plainte contre puis qu'on aille boire une bière ensuite. Jusqu'à présent, personne n'a accepté mon invitation. Environ 2 semaines après mon déménagement, j'ai reçu un message de Delia, l'amie de Monica qui avait mis en garde contre Amber avant le mariage. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important et m'a demandé de l'appeler. Elle m'a demandé comment j'allais et je lui ai fait un bref résumé de la séparation et du nouvel appartement. Puis Delia m'a expliqué qu'elle avait quelque chose à me montrer. Elle a sorti son téléphone et ouvert ses messages. Elle m'a montré une conversation entre elle et une autre femme nommée Amy, qui était également demoiselle d'honneur au mariage d'Amber. Dans les messages, Amy disait qu'elle se sentait mal pour moi et qu'elle savait qu'Amber avait déjà fait ce genre de choses auparavant. Delia a fait défiler la conversation vers le haut et m'a montré des messages d'une 3e femme nommée Lorraine. Lorraine racontait qu'Amber avait accusé l'ex-petite amie de Lorraine de lui avoir fait des avances lors d'une soirée 4 ans auparavant. Cette accusation avait provoqué la rupture entre Lorraine et son compagnon avant que la vérité n'éclate. Amber avait ensuite avoué à Lorraine qu'elle avait tout inventé parce qu'elle était jalouse de leur relation. Delia a ajouté qu'il y avait encore plus. Elle m'a raconté qu'Amy était sortie avec un homme nommé Tom 3 ans auparavant. Amber était devenue amie avec Amy pendant cette période. 6 mois après le début de leur amitié, Amber avait assuré à Amy que Tom avait essayé de l'embrasser lorsqu'Amy n'était pas là. Amy avait confronté Tom et ils avaient eu une énorme dispute. Tom insistait sur le fait qu'il n'avait rien fait, mais Amy avait cru Amber.
Amy et Tom ont fini par se séparer. Quelques mois plus tard, Amber a avoué à Amy qu'elle avait exagéré ce qui s'était passé simplement parce qu'elle trouvait qu'Amy passait trop de temps avec Tom et pas assez avec elle. J'ai demandé à Delia si Monica connaissait toutes ces histoires et, en vérité, oui. Mais, tout comme dans cette affaire, il semble qu'elle se moque du fait que son amie soit une menteuse de première catégorie. Elle a également précisé qu'elle ne connaissait pas tous les détails avant le mariage, et qu'elle ne les avait découverts qu'après, lorsqu'elle avait commencé à comparer les récits avec Amy et Lorraine. Mais avant de venir me parler, elle est allée tout raconter à Monica la veille. Monica a tout écouté puis est allée dans la salle de bain. Quand elle est revenue, elle avait pleuré, mais elle a très peu parlé. Monica a expliqué qu'il y a des années, avant de me rencontrer, elle était en couple avec un homme qui l'avait trompée avec l'une de ses amies. C'est Amber qui avait averti Monica de cette infidélité. Monica a raconté qu'Amber l'avait soutenue pendant la rupture et l'avait aidée à se reconstruire. Delia pense que cette expérience a créé un lien entre Monica et Amber, au point que Monica est devenue incapable de voir les défauts d'Amber. Cependant, Delia et moi pensons que cela aussi pourrait avoir été un autre mensonge d'Amber. Je ne sais pas si Monica pleurait parce qu'elle réalisait enfin la vérité sur son ami ou parce qu'elle se sentait stupide, mais déposer un signalement contre son mari alors qu'il essayait de lui fournir toutes les preuves avant qu'elle ne prenne une décision, c'est suffisant pour divorcer. Je ne divorce pas seulement de Monica, mais aussi du chaos permanent provoqué par son ami depuis des années. Mise à jour 1. Je crois que c'était environ une semaine après ma conversation avec Delia que mon avocat m'a appelé. Il m'a expliqué qu'il enquêtait sur le passé d'Amber afin de constituer un dossier, au cas où nous aurions besoin de déposer une plainte en diffamation. J'avais dit auparavant que nous ne le ferions pas, mais après avoir appris que plusieurs personnes étaient au courant du signalement me concernant, nous avons décidé de poursuivre. Ces personnes travaillaient avec moi, donc il y avait désormais un préjudice réel et une raison valable d'agir en justice. Quand vous poursuivez quelqu'un qui a déjà été poursuivi auparavant pour exactement le même type de comportement, votre dossier devient beaucoup plus solide. Amber avait été impliqué dans 2 autres incidents similaires au mien au cours des 5 dernières années. Dans un cas, un homme marié à une ancienne collègue d'Amber avait perdu son emploi après qu'Amber ait affirmé qu'il lui avait envoyé des messages inappropriés. L'entreprise avait mené une enquête et n'avait trouvé aucune preuve de ces messages. Amber avait ensuite déclaré qu'elle les avait probablement supprimés par accident. La réputation de cet homme avait été détruite et son mariage s'était effondré avant que l'histoire d'Amber ne soit révélée comme étant fausse. Dans une autre affaire, Amber avait accusé un homme de lui avoir fait des avances non désirées lors d'une soirée. Sa petite amie l'avait quitté immédiatement. Des mois plus tard, Amber s'était rétractée en disant qu'elle était ivre et confuse. Mon avocat a souligné que les 2 hommes avaient engagé des poursuites judiciaires. Amber a perdu dans les 2 cas. Pour cette raison, et parce que cette fausse accusation a eu de véritables conséquences sur ma réputation, mon avocat et moi préparons maintenant une plainte officielle. 2 jours après cet appel, les parents de Monica m'ont recontacté. Cette fois, c'était son père. Il m'a dit que Monica allait très mal et qu'elle voulait me parler. Je lui ai répondu que je n'avais rien à lui dire, mais Monica était avec eux et a pris le téléphone. Monica a commencé par expliquer que Delia lui avait raconté tout le passé d'Amber. Elle a ajouté qu'elle avait également fait ses propres recherches et parlé directement avec Amy et Lorraine. Elle disait ne pas pouvoir croire à quel point elle avait été aveugle. Elle m'a raconté qu'Amber s'était présentée à son bureau 3 jours auparavant. Selon Monica, Amber était entrée dans l'immeuble en exigeant de la voir. La réceptionniste avait appelé Monica, qui était descendue dans le hall. Amber était hystérique. Elle accusait Monica de l'avoir trahi en écoutant les mensonges de Delia et des autres. Elle affirmait que je manipulais tout le monde et que je les montais tous contre elle. Amber répétait que Monica choisissait un agresseur plutôt qu'une amie qui avait toujours été là pour elle. La sécurité a dû escorter Amber hors du bâtiment après qu'elle se soit mise à hurler. Monica a expliqué qu'après cet incident à son bureau, elle avait enfin compris qu'Amber était une personne extrêmement toxique. Elle m'a dit qu'Amber lui envoyait des dizaines de messages depuis plusieurs jours. Certains suppliaient Monica de rester son amie. D'autres étaient remplis de colère et d'accusations. Elle a reconnu qu'elle avait détruit ma confiance et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne. Elle a conclu en disant qu'elle comprenait enfin pourquoi j'avais quitté la maison. Lorsqu'elle a terminé, j'ai raccroché. Je sais déjà que cela semble brutal, mais elle n'aurait jamais dû avoir besoin d'autant de preuves pour me croire. Elle a choisi de placer son ami, alors qu'il existait déjà énormément de doutes à son sujet, au-dessus de son propre mari. Alors je me moque de ses excuses tardives. Elle a de la chance que le mensonge ait été lancé par Amber, parce que sinon elle aurait aujourd'hui de sérieux problèmes juridiques aux côtés de son ami, ou ex-ami. Amber est également en train d'obtenir l'annulation de son mariage. Son mari Harold m'a contacté pour m'expliquer certaines choses et me fournir des preuves. Lui aussi traverse son propre enfer maintenant que toutes les saletés concernant sa femme commencent à sortir. Quelqu'un à qui j'avais parlé des anciens procès perdus par Amber a dû le lui raconter. Harold fouillait dans les affaires personnelles d'Amber ainsi que dans son téléphone. Oui, il soupçonne également qu'elle ait pu le tromper. Même si, pour l'instant, je n'ai vu aucune preuve de cela. Il a trouvé des messages d'Amber parlant avec d'autres amis. Amber leur décrivait des plans pour exposer certains hommes de son entourage social,
ce qu'elle considérait comme arrogant ou qui ne lui accordait pas assez d'attention. Elle avait parlé de moi spécifiquement. Elle écrivait que j'avais toujours semblé la juger et qu'elle voulait me donner une leçon. Elle ajoutait que m'accuser créerait une fracture entre Monica et moi, et que Monica aurait alors plus que jamais besoin d'Amber. Harold m'a expliqué qu'il lançait la procédure d'annulation de mariage puisqu'ils étaient mariés depuis moins longtemps que la limite légale permettant cette démarche. Je ne peux pas faire confiance à ma femme pour ne pas m'accuser sans preuve, et je ne peux pas non plus lui faire confiance pour ne pas choisir de mauvaises fréquentations. Ce divorce est définitif. Édition 1, je l'ai déjà expliqué dans mes précédents messages, on ne peut pas poursuivre quelqu'un en justice s'il n'y a pas de préjudice. Jusqu'à ce que les gens à mon travail découvrent cette fausse accusation, je ne pense pas que quiconque était au courant. Dès que l'information est arrivée, je ne sais toujours pas comment, ma carrière professionnelle a été mise en danger. J'ai déjà remarqué certaines personnes me regarder bizarrement. C'est pour cette raison que nous poursuivons maintenant Amber, alors qu'avant nous ne le faisions pas. Ce n'est pas que je n'aime pas engager des poursuites. Au contraire, j'ai hâte de la traîner devant les tribunaux jusqu'à ce qu'elle n'ait plus jamais envie de faire de fausses accusations. Nous espérons même que ma plainte servira d'exemple, puisque c'est déjà la 3e action en justice qu'elle subit pour exactement le même comportement. Édition 2, je ne peux pas en dire beaucoup, pas même expliquer comment j'ai obtenu cette information, mais Monica pourrait être la personne qui a appelé mon travail. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je promets de faire une nouvelle publication bientôt quand les choses seront plus claires. D'accord, attendez une seconde. Voilà la vérité inconfortable, Monica savait. Peut-être pas tout. Peut-être pas tous les détails. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas avec Amber bien avant que tout ça n'arrive. Delia l'avait prévenu. Mark l'avait prévenu. Les signes étaient partout. Et elle a choisi, activement, consciemment choisi, de détourner le regard à chaque fois. Et c'est cette partie-là qui fait vraiment mal quand on y pense. Parce qu'il est facile de faire d'Amber la méchante ici. C'est une méchante évidente. Elle est calculatrice, manipulatrice, elle a un schéma de comportement, elle a littéralement écrit ses plans comme une sorte d'agenda du chaos. C'est presque simple à assimiler. Les personnes mauvaises existent. D'accord. Très bien. Mais Monica? Monica est le miroir inconfortable. Parce que combien d'entre nous ont eu cette amie, cette personne, dont on savait qu'elle n'était pas correcte, mais qu'on a protégée quand même à cause du passé? À cause de la loyauté? Parce qu'elle était là pendant un moment douloureux de notre vie et qu'on a décidé que ça effaçait tout le reste de ce qu'elle avait fait de mal? C'est exactement ce que Monica a fait avec Amber. Amber l'a aidé à traverser une rupture il y a des années, et Monica lui a essentiellement accordé un passe-droit à vie à cause de ça. Et voici la vérité vraiment brutale, Harold qui découvre ses messages sur le téléphone d'Amber, Amber qui débarque en hurlant au bureau de Monica, tout ça. Monica avait besoin d'autant de preuves. La parole de son propre mari, à elle seule, ne signifiait rien. Et ça devrait déranger tous ceux qui lisent cette histoire. Vraiment. Mise à jour 2. J'ai laissé entendre quelque chose dans l'édition de mon précédent post, mais maintenant je veux faire une grande publication avec tous les détails. Enfin, pas tous, mais ceux que je connais et que je peux partager pour le moment. Il a été confirmé que Monica a appelé mon travail, même si les raisons exactes restent floues. J'ai mes propres théories, mais je les garderai pour plus tard. L'entreprise ne pouvait pas me révéler qui avait passé l'appel pour des raisons de confidentialité, mais mon avocat a demandé une ordonnance afin d'obtenir les relevés, et ils les ont finalement remis. Ce n'est pas que les employés de l'entreprise refusaient de coopérer, mais sans ordonnance, ils auraient pu être poursuivis par l'avocat d'Amber et de Monica. En réalité, cela aurait même pu nuire à notre dossier si le juge avait considéré les preuves comme obtenues illégalement. Avec l'ordonnance, ils étaient totalement libres et heureux de coopérer. Et oui, Monica a bien appelé. Nous avons même l'enregistrement audio. On l'entend dire quelque chose comme « J'appelle pour signaler qu'un de vos employés fait l'objet d'un rapport pour harcèlement », avant de donner mon nom complet. Et cela s'est produit après qu'Amber ait rétracté ses accusations et après la clôture de l'affaire. Mais malgré tout, cela a produit exactement l'effet que Monica, ou Amber, espérait, les rumeurs se sont propagées dans les bureaux. Maintenant, Monica est également poursuivie par mon avocat. Monica pour avoir détruit ma réputation, et Amber pour avoir créé le mensonge que mon, je l'espère très bientôt, ex-femme a utilisé. Je divorce également, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau pour vous tous, c'est que nous demandons désormais des compensations financières, car nous allons utiliser un divorce, pour faute, afin d'obtenir des dommages et intérêts. Vous savez sûrement que ce type de divorce est souvent utilisé en cas d'infidélité, mais en réalité c'est un cadre juridique beaucoup plus large qui peut être invoqué lorsque l'autre personne provoque un problème majeur entraînant la rupture du mariage, y compris une infidélité. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris l'explication de mon avocat, même si je ne la retranscris probablement pas parfaitement. Je n'ai pas eu de contact avec Amber, mais j'en ai eu avec Monica après qu'elle ait été informée de ma plainte et des modifications concernant le divorce. Jusqu'à ce moment-là, le divorce semblait devoir être simple et amiable. J'aurais aimé que cela se termine ainsi, mais je ne peux pas laisser passer le fait que Monica me parlait de la souffrance qu'Amber lui avait causée tout en me plantant un couteau à l'arrière du crâne, même pas dans le dos, directement dans la tête.
J'aurai probablement d'autres nouvelles, mais pas avant un moment. Je ne sais pas ce qui se terminera en premier, le procès ou le divorce. Et honnêtement, je ne sais même pas si je reviendrai faire un autre post. Cela dépendra du niveau d'information que je pourrai partager. Édition, j'ai presque oublié mon avis sur les raisons qui ont poussé Monica à faire ça. Après avoir appris l'existence de ma plainte, elle m'a appelé depuis différents numéros pour me hurler dessus, disant qu'Amber avait raison, qu'on ne pouvait pas me faire confiance, et d'autres choses du même genre. Ce qui me fait penser qu'elle n'a jamais réellement coupé les ponts avec Amber, qu'elle savait tout, peut-être même les précédents procès perdus par son ami, et que toute cette histoire n'était qu'une excuse pour divorcer de moi, parce qu'elle n'avait pas du tout l'air bouleversée par cette décision. Mais après mon refus de laisser passer l'incident avec Amber, après que je l'ai insultée parce que c'est une sale astérisque PE et que je l'appelle Amber dans la vraie vie aussi, Monica a probablement senti qu'elle devait défendre son amie. Peut-être voulait-elle me donner une leçon. Quoi qu'il en soit, c'est la seule logique que je peux trouver à deux femmes qui semblent totalement en manquer. Peut-être que je perds simplement mon temps à essayer de comprendre leur motivation. J'aimerais croire qu'il y a une logique derrière tout ça, mais quand je vois le mal qui existe dans ce monde, je me dis que non. J'aimerais bien connaître vos théories à vous. Mise à jour 3. Le divorce a été finalisé bien avant les procès, et j'ai obtenu une compensation sous la forme d'un partage non égalitaire des biens. Au lieu de tout diviser à 50-50e, chacun a gardé ce qui lui appartenait. Le logement où nous vivions était une location, donc personne ne l'a conservé. Il y avait une raison pour laquelle j'étais si heureux qu'on parte au départ sur un divorce amiable. Mais j'aurais dû appeler mon ex-femme Amber numéro 1 au lieu de Monica, et son amie Amber numéro 2, parce que vous ne pouvez même pas imaginer laquelle des deux est la plus folle. Monica a commencé à me harceler alors que le divorce était presque terminé. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais cela est devenu tellement grave que j'ai obtenu une ordonnance restrictive en bonus avec mon divorce. Bon, je vais quand même donner un petit exemple, elle m'a envoyé des roses noires accompagnées d'une carte disant que je pouvais pourrir en enfer. Elle a aussi envoyé une photo de mes parents, qu'elle avait récemment prise sur leurs réseaux sociaux, avec les yeux barrés et un message disant qu'ils étaient responsables des actions de leur fils. Il y a eu d'autres petites choses, mais rien d'aussi important ou inquiétant que ça. Le procès a également été résolu après que les accusations de harcèlement aient été ajoutées pour rendre l'affaire encore plus intéressante. Elles ont toutes les deux perdu, pour des montants différents mais assez similaires. Monica aurait pu perdre moins d'argent, mais avec le harcèlement, elle a pris la tête. Amber, en plus de cela et de l'annulation de son mariage, a également été reconnue coupable de multiples faux signalements et condamnée à 6 mois de prison. Je suis désolé de ne pas vous avoir donné de nouvelles plus tôt concernant cette procédure judiciaire, mais le procureur chargé de son dossier m'avait demandé de ne pas trop parler de l'affaire avant qu'elle soit résolue. Je suppose qu'il parlait surtout des gens de ma vie personnelle, mais si je lui avais parlé de mes publications Reddit, la réponse aurait probablement été un énorme non. Ils ont repris son dossier dès qu'ils ont vu ma plainte et l'ont inculpé pour plusieurs faux signalements. Je pense que cela lui a servi de leçon bien plus que mon procès civil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, tout cela représente une immense victoire. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai sincèrement eu de la peine pour Monica. Genre, son amie pleurait, elle avait peur, elle pensait protéger quelqu'un qu'elle aimait. Je comprends. C'est une réaction très humaine. Mais ensuite l'histoire a continué et je n'ai tout simplement plus pu la défendre. Parce que voilà le problème, Monica ne s'est pas contentée de croire Amber. Elle a déposé une plainte contre son propre mari sans même lui laisser une seule chance de parler. Pas une seule. Et quand il a essayé de lui montrer des preuves, elle a dit que c'était de la manipulation. Quand il a essayé de trouver des témoins, elle a dit qu'il montait les gens de son côté. Il n'existait littéralement aucune version de la vérité que Monica était prête à entendre, et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la loyauté envers la mauvaise personne déguisée en amour. Et Amber, honnêtement, Amber est à un autre niveau de calcul. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas un malentendu. Les messages que Harold a trouvés sur son téléphone prouvaient qu'elle avait planifié tout ça. Elle a délibérément ciblé quelqu'un qu'elle estimait l'avoir ignoré et a utilisé sa meilleure amie comme une arme. Franchement, 6 mois de prison semblent bien légers vu le nombre de vies qu'elle a détruites. Mais voici la leçon que tout le monde devrait retenir de cette histoire, parce qu'il y a de vraies leçons à tirer ici. Premièrement, faites attention au schéma de comportement. Delia et d'autres avaient averti Monica au sujet d'Amber plusieurs fois. Elle a ignoré chaque signe. Quand les gens vous montrent constamment qui ils sont, croyez-les dès la première fois, pas à la 5e. Deuxièmement, les preuves comptent. Toujours. À partir du moment où quelqu'un porte une accusation grave contre vous, documentez tout. Photos, vidéos, témoins, horodatage. Pas parce que vous êtes paranoïaque, mais parce que dans ce monde, la vérité a besoin de preuves concrètes. Troisièmement, et c'est le plus important, les personnes qui sont censées être dans votre camp doivent réellement être dans votre camp. Une relation sans confiance de base n'est pas une relation. Ce sont juste deux personnes qui partagent un toit. Ce gars n'a pas seulement évité une balle. Il a évité une véritable zone de guerre. Et honnêtement, tant mieux pour lui. Alors les amis,
partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.